Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon deuxième point lecture pour le mois de juillet, donc la fin de mes lectures du mois de juillet. Vous allez voir que je vais vous présenter en même temps quelques lectures du mois d'août parce qu'il y a des séries que j'ai lues à cheval sur les 2 mois, donc autant vous présenter tous les tomes d'un coup, ça me paraît plus intelligent. On va commencer tout de suite côté roman avec justement une suite et fin de série puisqu'il s'agit de la série La Rose de Jam avec le tome 2 La Grotte au Dragon et le tome 3 Le Pôle du Monde écrit par Sandrine Alexis. C'est une série publiée aux éditions de La Talente qui est sortie il y a de ça quelques années maintenant. Et c'est une série qui est prévue en pas mal de tomes, mais en fait en 2 cycles, c'est ce qui a été annoncé par Sandrine Alexis. Et donc le premier cycle se conclut avec ce tome 3. J'avais lu le premier tome l'été dernier et j'avais vraiment bien apprécié. On est ici sur de la fantasy qui se passe à l'époque des croisades. Donc c'est de la fantasy d'inspiration historique réelle dans la région du monde qui maintenant correspondrait à Israël, la Palestine, l'Iran, l'Afghanistan, l'Irak, voilà, tout ce coin-là du monde. Donc oui, le premier tome est celui-ci, L'Appel des 40. Je l'avais lu l'été dernier, ça avait été une chouette découverte. J'avais bien apprécié découvrir les personnages principaux. On en a pas mal à l'intérieur du récit. Ça peut amener le lecteur à un peu de confusion, c'est vrai. Mais on a en gros le personnage de Sibylle. C'est une femme qui est née là-bas. Son père tenait un duché. Et elle est censée se marier mais elle a refusé pas mal de prétendants et elle a fait son apprentissage auprès d'un homme qui est réputé, qui est un homme un petit peu de savoir et avec également une sorte de rôle magique et qui est donc un homme musulman alors que Sibylle est d'origine française je crois au départ. Et puis on a d'autres personnages qui vont arriver, qui vont les rejoindre. Et ces personnages sont effectivement de différentes origines. Donc c'est un roman dans lequel il y a certaines expressions en vieux français, en gascon, en arabe, en kurde, enfin voilà, pas mal de choses différentes. Sandrine Alexis elle-même a étudié en fait le kurde pendant assez longtemps, donc c'est un récit qui est vraiment très documenté et qui s'ancre vraiment dans des faits historiques, avec quelques personnages également historiques, notamment le personnage de Saladin. Comme je vous disais, c'est un récit dans lequel les personnages sont assez nombreux, ils ont souvent plusieurs surnoms différents, et c'est vrai que c'est un récit globalement qui est très très riche, ce qui est sa force, mais ce qui peut également faire qu'on peut se perdre un petit peu dedans, que ça peut être parfois un peu compliqué de s'y retrouver. C'est également un récit qui est très très bien écrit et ça c'est quelque chose qui est vraiment très appréciable. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome que j'avais lu assez rapidement. Le deuxième tome je l'ai complètement dévoré sur ma journée de trajet en train pour descendre dans le sud en vacances. Vraiment une très chouette lecture ici aussi, j'ai beaucoup apprécié retrouver la suite de la quête de Sibylle qui est envoyée par les 40 qui sont 40 sages et un peu magiciens qui surveillent une coupe qui est réputée comme ayant un grand pouvoir. Et puis j'ai lu le troisième tome là au mois d'août parce que j'avais pas envie d'attendre jusqu'à l'été prochain et c'est vrai qu'avec cette ambiance très orientale ça se prête bien à l'été. Et je dois dire que pour le coup j'ai un peu moins apprécié ce troisième tome, je me suis davantage perdue dans les personnages alors que du coup j'avais encore très bien la lecture du tome 2 en tête, que c'était encore très frais. Mais voilà, il n'empêche que je me suis plus perdue dans ce tome 3, que j'ai moins vu où est-ce qu'on voulait en venir. Je trouvais qu'il y avait pour le coup beaucoup de descriptions comme c'était le cas pour les 2 précédents, mais que l'action n'évoluait pas forcément énormément. En tout cas pour ma part j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'équilibre. Donc voilà, je suis moins entrée dans ce tome 3, j'ai été moins convaincue et puis je m'attendais quand même vraiment à la fin de cet arc narratif, à la fin de ce cycle et en fait on est plus sur un tome de transition pour la suite et en sachant que ce tome 3 est sorti il y a déjà longtemps et qu'on n'a pas de nouvelles pour la parution de la suite, Sandrine Alexis avait dit que ça prendrait sûrement pas mal d'années mais voilà, il n'empêche qu'on n'a toujours pas de nouvelles donc c'est vrai que du coup on a plus l'impression de lire un tome de transition alors qu'on aurait voulu une conclusion un peu épique pour cette première partie. Donc voilà. Après ça reste une chouette série si vous avez envie de découvrir de la fantasy dans un contexte un peu différent, avec ce contexte oriental et très historique des croisades, quelque chose de très très bien écrit. Je vous invite à le découvrir, ça a été globalement vraiment une chouette lecture, je vous dis j'ai beaucoup aimé les 2 premiers. Le tome 3 était un petit peu en dessous, mais voilà, j'ai quand même passé un très chouette moment avec cette série. Ensuite, toujours dans les lectures qui appelaient un petit peu les vacances, le voyage, etc., j'ai lu Pour mourir le monde par Yann Lespoux. C'est un roman qui est publié chez Agoulo et qui m'avait été recommandé par Estelle Faye quand elle lisait pas mal de romans d'inspiration maritime, parce qu'elle-même écrit un roman d'inspiration maritime qui devrait paraître peut-être l'année prochaine ou l'année suivante, je sais pas exactement où est-ce que ça en est. Enfin toujours est-il voilà, qu'elle en parlait, qu'elle disait que c'était très bien, elle discutait avec un libraire et j'étais là aussi et le libraire aussi disait qu'il avait beaucoup aimé.
Donc ça m'a convaincue de le découvrir. On est donc ici sur un récit qui se passe en 1627 dans lequel on va suivre plusieurs personnages qui sont un petit peu liés avec le domaine maritime et avec la route des Indes. Tout d'abord, on a un personnage qui s'appelle Marie, c'est une jeune femme française qui vit dans les Landes. À cette époque-là, les Landes ne ressemblent pas à ce qu'on connaît maintenant, mais sont encore très marécageuses et assez inhospitalières. Et elle est accusée de pas mal de choses différentes, donc elle décide un petit peu de se mettre à l'écart, d'aller un peu se cacher chez un de ses oncles, mais son oncle n'est pas quelqu'un de très sympathique, et il vit du coup dans une sorte de communauté qui vit beaucoup de ce qui récupère des naufrages. Des bateaux qui finissent par s'échouer sur les plages de l'Atlantique. En parallèle de ça, on a le personnage de Diogo, qui est un personnage qui vit au Brésil. C'est un jeune homme qui se retrouve embarqué dans une guérilla. Et puis on a le personnage de Fernando. Fernando, on le découvre à Goa, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. En Inde, c'est donc un comptoir de commerce en Inde pendant tout ce qui est commerce triangulaire, etc. Et lui, c'est un homme qui est embarqué en fait sur un navire, mais c'est pareil, il espère pouvoir enfin rentrer chez lui parce que c'est quand même quelque chose de très difficile. À cette époque-là, il y a donc beaucoup de naufrages et s'embarquer en mer, c'est quelque chose qui est vraiment dangereux et on ne sait jamais vraiment si on va pouvoir rentrer. Donc voilà, du coup, on a vraiment plusieurs destins qui vont se croiser avec des navigations réelles. Ça s'inspire vraiment voilà, de vrais faits historiques du XVIIe siècle. Et puis donc un récit qui est vraiment marqué par les naufrages. C'est un récit que j'ai bien apprécié, j'ai trouvé que c'était bien écrit. Par contre, je me perdais un peu quand même dans les personnages, j'avais du mal parfois à les différencier, je mettais parfois quelques pages avant de comprendre qu'on allait changer de personnage et de resituer tout où est-ce qu'il en était celui-ci. Il n'y a que le personnage de Marie, déjà parce que c'est une femme et parce qu'elle est vraiment dans un contexte différent des autres, mais c'est vrai qu'entre tous les personnages masculins, parce que c'est deux principaux mais il y en a d'autres qui gravitent autour d'eux, j'avais un peu plus de mal à m'y retrouver. C'est un récit qui est bien écrit, mais il m'a clairement manqué pour moi d'un petit glossaire des personnages qui situait chacun des personnages avec, je sais pas, genre le nom du navire, les membres de l'équipage, ceux qui sont à tel endroit et les noms des personnages, enfin voilà, pour vraiment s'y retrouver entre tout le monde. Je pense que s'il y avait eu ça à la fin du récit, ça m'aurait vraiment aidé parce que du coup c'est vrai que comme je me perdais assez souvent dedans, ça m'a empêché un peu de rentrer pleinement dans l'histoire et je suis restée assez spectatrice, donc voilà, je peux pas dire que j'ai pas aimé, mais je m'attendais vraiment à plus apprécier et à être plus prise dedans. Ensuite, un petit récit très court, on parlait d'Estelle Faye juste avant, cette fois-ci c'est elle qui l'a écrit. On est donc sur L'été de la Reine Bleue, c'est son titre qui est paru aux éditions Nathan, dans leur collection Court Toujours, donc son petit dernier, elle en avait déjà publié un autre. Donc on est sur un récit très court d'à peu près 60 pages, qui est pour cette fois-ci du post-apocalyptique, dans lequel on a une apocalypse qui est vraiment liée au climat. Le climat des villes est devenu complètement irrespirable, très très pollué, et notre jeune personnage principal, qui n'a pas de prénom dans le récit, est atteinte comme énormément d'autres personnes de difficultés respiratoires et sa famille va décider du coup de l'envoyer un petit peu au vert, de l'envoyer à la campagne et elle va raconter tout ça dans des lettres, dans des messages qu'elle adresse à Chloé, sa meilleure amie. Elle va découvrir finalement un autre mode de vie à la campagne, découvrir également comment les personnes maintenant font face en fait à ces difficultés respiratoires et puis elle va faire la rencontre d'une jeune fille assez mystérieuse avec des cheveux bleus, d'où le titre du récit. Donc voilà, c'était un récit forcément assez court, mais que j'ai trouvé bien fait. On a une relation entre les filles qui est vraiment intéressante. C'est une écriture qui est très contemporaine, mais que j'ai trouvé bien menée et que j'ai trouvé crédible. Parfois, dans les auteurs, quand ils font parler des personnages adolescents, ils leur donnent des voix qui sont hyper caricaturales, avec des langages SMS affreux, enfin voilà, ce genre de choses. C'est pas du tout le cas ici. Et je trouvais que c'était vraiment bien fait. Donc un chouette récit, pour le coup avec les éditions Court Toujours, à chaque fois on a un audiobook, enfin la version audio du récit qui est incluse. Je vous avoue que je ne l'ai pas testé, donc je peux pas vous faire de retour dessus, mais j'aime bien ce principe, et puis je trouve que cette couverture est vraiment très chouette. Ensuite on fait un petit peu le grand écart, après le récit très court, on passe au récit très long, avec le tome 3 des Maîtres Enlumineurs, donc Les Terres Closes par Robert Jackson Bennett, qui est publié chez Albin Michel Imaginaire, que j'ai enfin pris le temps de découvrir. J'avais toujours pas lu depuis sa sortie alors que j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes de la série et que c'est une série dont j'attendais vraiment de connaître la conclusion. Sauf que c'est un récit qui fait à peu près 680 pages, donc c'est pas le genre de récit qu'on peut caler n'importe où dans ses lectures et notamment quand on a la tête un peu prise. Donc c'est pour ça que j'avais attendu un peu le bon moment et je me suis donc lancée pendant mes vacances. Et effectivement j'ai bien fait parce que du coup pendant mes vacances je l'ai lu en 2 ou 3 jours, quelque chose comme ça, j'étais vraiment complètement prise dedans. J'avais
vraiment très envie de connaître la fin de l'histoire de Santia et des siens. Puisque pour vous faire un résumé, c'est pas un récit qui est très facile à résumer. On est donc sur une trilogie qui est maintenant terminée, c'est de la fantasy, et c'est de la fantasy avec un système de magie qui se base sur des enluminures. En gros, certaines personnes, les enlumineurs, ont la capacité de modifier les objets en modifiant leurs tâches. C'est-à-dire que par exemple, ils vont donner à un objet la consigne comme quoi il est très lourd, et du coup cet objet va être complètement impossible à soulever. Voilà, c'est un exemple d'application, mais il peut y en avoir vraiment énormément. Ça peut être d'ordonner à un objet de faire quelque chose, qui peut faire au contraire voler un autre objet qui n'est pas censé voler, l'éclairer, enfin voilà, plein de choses différentes. C'est vraiment une magie qui est un petit peu illimitée, mais qui est quand même soumise à certaines règles assez précises, puisque plus le code d'enluminure est complexe, plus il prend de la place, et quand ça prend beaucoup de place, c'est ce qui s'appelle des lexiques. Et les lexiques, c'est vraiment des énormes machines, donc voilà, il y a quand même une difficulté aussi liée à ça. Et puis il y a certaines règles précises par rapport à ce qu'on peut enluminer et ce qu'on ne peut pas enluminer. Donc c'est vraiment un univers que j'ai trouvé très bien fait. Et l'univers, clairement, voilà, c'est une des forces de ce récit-là. Dans ce titre-là, on va donc suivre au départ l'histoire de Santia, qui est une jeune voleuse, et elle va tomber sur un objet qui est en fait une clé, sauf que c'est une clé assez particulière qui permet en fait d'ouvrir des choses qui ne sont pas censées pouvoir s'ouvrir. Elle va faire la rencontre de pas mal d'autres personnages au fur et à mesure des tomes, et on va donc suivre toutes leurs histoires, en sachant que les enluminures, forcément, ça permet de faire plein de choses très chouettes, mais c'est également forcément à la disposition de personnes avec des intentions qui sont plus mauvaises. Et Santia, avec ses amis, va un petit peu à chaque fois essayer d'empêcher des choses mauvaises de se passer, que ce soit pour sauver une personne en particulier qu'ils apprécient, ou bien pour sauver une ville entière ou une civilisation entière, en fonction du pouvoir de la personne qui décide de s'en prendre à eux. Je dois dire que pour ma part, j'aimais beaucoup vraiment l'enluminure de base, l'enluminure classique entre guillemets qu'on retrouve dans le premier tome, qui est vraiment régie par des règles assez strictes, qui fonctionne de certaines manières et qui a un pouvoir qui est très important mais qui ne semble pas illimité. Au fur et à mesure du récit, en fait, c'est quelque chose qui va pas mal évoluer. Les enluminures vont devenir de plus en plus puissantes et vont permettre d'atteindre de plus en plus de choses très fortes. Et c'est vrai que ça peut paraître assez particulier quand on commence ce tome 3, du coup il y a des personnes qui sont jumelées entre elles, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui paraît très éloigné quand on lit le premier tome. Et moi j'aimais bien la côté simple du premier tome, mais ce qu'explique Robert Jackson Bennett dans sa note à la fin, dans ses remerciements à la fin, c'est que lui, son intérêt dans ce récit-là, c'était aussi justement de faire évoluer son univers magique, de se dire j'ai créé un univers magique avec telle règle, une civilisation qui fonctionne comme ça, et jusqu'à quel point on peut le pousser, jusqu'à quel point ça peut se transformer au fil des années, puisqu'effectivement il y a quand même plusieurs décennies qui se passent au fur et à mesure de la trilogie. Et donc voilà, son idée de base c'était vraiment ça, c'était vraiment de faire évoluer tout son système magique et son univers. Et du coup je trouve ça super intéressant aussi comme choix. Moi j'aimais beaucoup le côté old school du début, mais il faut dire que c'est vraiment très bien fait, très bien réfléchi, et que ça fonctionne hyper bien. Ça respecte complètement toutes les règles qui sont énoncées au départ, mais avec des nouvelles possibilités, et j'ai beaucoup aimé ça. C'est donc vraiment une série de fantasy que je trouve excellente, que ce soit pour ses personnages ou pour son univers, pour toute l'histoire qui les lie. Vraiment c'est un récit que je vous recommande de découvrir si vous n'avez pas peur des récits un petit peu longs, avec une fantasy un petit peu complexe. Après ça se lit quand même assez facilement, c'est un univers magique qui est assez dense, mais ça reste quand même quelque chose d'assez accessible, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer dans la série si ça vous tente. Et puis maintenant, moi que j'ai terminé cette trilogie, j'ai hâte de découvrir l'autre roman de fantasy de l'auteur, qui était sorti en début d'année je crois, mais dans lequel je m'étais toujours pas lancée tant que j'avais pas fini celui-ci. Ensuite, du côté des livres audio, comme j'étais en vacances sur la fin du mois, j'ai lu moins de livres audio que lorsque je travaille, parce que j'avais pas tous les trajets en voiture, etc. Et puis parce que j'étais avec mon compagnon et sa famille, donc j'avais pas forcément énormément de moments qui se prêtaient à la lecture audio. Mais j'ai quand même lu un titre que j'avais commencé un petit peu avant et puis j'ai réussi à finir quand même pendant mes vacances. Et c'était un titre parfait pour les vacances puisqu'il s'agissait du roman Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été par Clara Hiro. C'est un récit qui est publié chez Audiolib pour la version audio et je l'ai reçu en version numérique de leur part, et il est sorti à peu près en même temps que le format papier.
C'est vraiment un récit qui a été une très bonne surprise pour moi. Je dois avouer que j'avais pas trop regardé de quoi ça parlait avant de le commencer. Je savais que ça se passait dans le sud, que c'était question d'un roman d'été avec plusieurs personnages féminins. Voilà, j'en savais pas forcément beaucoup plus. Et ça me rappelait un petit peu l'ambiance de This Is Not a Love Letter que j'avais lu l'été dernier en version audio aussi et que j'avais beaucoup aimé aussi. Celui-ci est plus long, mais pareil, ça a été une très chouette lecture. Dans ce récit-là, en fait, on va donc découvrir l'histoire de deux sœurs qui s'appellent Phoebe et Lena. Et ce sont deux sœurs qui sont assez différentes l'une de l'autre. On est sur un récit dans une famille qui n'est pas en très bon état. Les deux sœurs ne s'entendent plus très bien, les parents ne comprennent pas beaucoup leurs enfants. Voilà, c'est vraiment une situation familiale assez compliquée. Mais ils vont décider, comme chaque été, de partir dans le Pays Basque, là où il y a une maison de famille. Sauf que dans le Pays Basque, ils y vont tous les ans et que forcément c'est un endroit qui est très chargé en souvenirs et pas forcément en souvenirs que positifs. On a d'un côté Phoebe, donc Phoebe c'est la sœur aînée, c'est une jeune femme qui a commencé ses études de droit et c'est une jeune femme qui est très angoissée, qui a beaucoup de crises d'angoisse et qui vit très mal en fait toute cette situation-là, qui est vraiment dans un état de stress très important et sa famille ne voit pas sa détresse dans laquelle elle est. Et sa détresse l'a amenée à rompre l'été précédent avec son compagnon alors qu'elle l'aimait beaucoup et que lui habite justement dans le sud et du coup elle a du mal à retourner dans le Pays Basque parce qu'elle a peur aussi de le revoir et de ce que ça va pouvoir réveiller en elle. Et puis de l'autre côté on a sa petite sœur elle s'appelle Lena et c'est un peu plus l'ado rebelle de la famille. Phoebe sur le papier c'est un peu l'élève modèle, elle est très bonne élève, elle a réussi à entrer en fac de droit à Assas qui était un petit peu le grand rêve, etc. Enfin voilà, elle a bien réussi sa vie, alors que de l'autre côté Phoebe elle est plus en difficulté scolaire, elle a envie de partir un petit peu à l'autre bout du monde en Australie, mettre de la distance avec ses parents, avec qui elle s'entend pas bien. Elle est considérée vraiment voilà, comme l'ado rebelle, ses parents pensent qu'elle passe son temps à fumer des joints et à se bourrer la gueule. Et Lena de son côté, elle aussi elle a pas mal de souvenirs différents qui sont ancrés dans le Pays Basque, mais finalement elle va surtout faire une nouvelle rencontre dans le Pays Basque et c'est la rencontre d'Inaya, qui est une jeune femme un petit peu plus âgée qu'elle. Voilà, il va y avoir du coup une relation qui va s'installer petit à petit entre Lena et Inaya. Et donc de son côté ça parle également voilà, de la difficulté de ses sentiments amoureux qu'elle commence à ressentir et de la peur qu'elle a. C'est un récit qui est fait avec deux narratrices différentes, deux voix audio différentes, une pour chacune des deux sœurs. Les deux narratrices sont suffisamment différentes pour qu'on arrive bien à différencier l'une de l'autre et ça fonctionne vraiment très bien, je trouve que leurs deux voix se répondent très bien. J'ai beaucoup aimé, du coup on a les chapitres qui sont en alternance du point de vue d'une sœur puis de l'autre. J'ai trouvé ça très touchant, il y a vraiment une ambiance très nostalgique des étés précédents, ça se passe sur un mois, donc sur le mois d'août. Il y a toute cette ambiance de surf et puis surtout tout ce côté voilà, des non-dits, des questions sur les amours, beaucoup de doutes également qui sont présents, ce gros manque de communication qui existe dans cette famille et puis comment est-ce qu'on va voir petit à petit les choses s'améliorer un peu, mais en passant avant ça par des épreuves assez difficiles. Donc voilà, c'est pas un roman avec que des choses positives à l'intérieur, assez loin de là, mais par contre c'est un récit que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. C'était le premier roman de Clara Hero que je lisais, j'avais entendu beaucoup de bien de ses récits. Et c'est vrai que ça me rend plutôt curieuse de découvrir les autres, donc pourquoi pas à l'occasion. Et pour terminer, en parlant de romans touchants, on va parler du petit coup de cœur que j'ai eu cet été. Ça a vraiment été une lecture très bouleversante pour moi, j'ai pas mal pleuré en le lisant, j'ai même beaucoup pleuré en le lisant. C'est un récit que j'ai complètement dévoré, que j'ai trouvé excellent, mais voilà, il faut quand même un petit peu savoir à quoi s'attendre. Il s'agit donc du roman Il est juste que l'effort soit frappé par Thibaut Bérard, et j'ai enchaîné très rapidement après avec Les Enfants Véritables, qui est une sorte de suite spin-off. Pour commencer du coup sur Il est juste que l'effort soit frappé, on est sur le récit de la rencontre puis de l'histoire entre Sarah et Théo. Ils vont se rencontrer un petit peu par hasard, ce sont deux personnages avec une assez forte personnalité et tout le récit est raconté du point de vue de Sarah qui vraiment raconte le récit comme elle l'écrirait un petit peu dans un carnet, comme si elle s'adressait à quelqu'un. On va donc voir leur vie d'avant, puis leur rencontre et enfin quand Sarah va tomber enceinte, quand elle va avoir son premier enfant. Et lorsqu'elle va avoir son premier enfant, on va lui diagnostiquer un cancer. C'est pas du tout un spoil, c'est vraiment écrit à l'arrière. Mais voilà, on va lui détecter un cancer et on va voir comment ça va rebattre toutes les cartes. C'est un cancer qui est vraiment très foudroyant, qui est vraiment avec un très mauvais pronostic. Et on va suivre tout ça. Je vous avoue que je ne savais absolument pas de quoi ça parlait avant de me lancer dedans. Je me suis lancée dedans parce que j'ai entendu beaucoup de bien de l'écriture de Thibaut Bérard.
Et je sais pas pourquoi, voilà, ce récit-là m'attirait, on m'avait conseillé celui-là particulièrement, j'ai pas lu du tout de quoi ça parlait, donc je me suis fait complètement surprendre par le récit, j'avais pas du tout lu la 4e de couverture. Donc voilà, du coup, grosse surprise au moment de le découvrir, et je dois avouer que du coup ça m'a beaucoup émue, beaucoup touchée, et d'autant plus que ce contexte de ce cancer, si vous suivez un petit peu tout ce qui est blogosphère, si vous étiez déjà là il y a 2 ans, et bien forcément ce n'est pas sans rappeler l'histoire de Maureen, qui était quelqu'un qui était sur Booktube et à qui il est arrivé quelque chose finalement d'un petit peu similaire, en tout cas pour l'annonce de ce cancer foudroyant pendant une grossesse, et qui est décédé. Donc voilà, forcément c'est vrai que ça m'a encore plus, je pense, fait passer par plein d'émotions de lire ce récit-là, parce que j'avais ça toujours un peu dans un coin de ma tête quand je le lisais. Je vais essayer de ne pas pleurer. Toujours est-il que c'est vraiment un très beau récit, c'est hyper bien écrit, j'ai beaucoup aimé, et puis sur la fin c'est vrai qu'on a un petit peu une ambivalence de sentiments parce qu'on a le personnage de Sarah qui vraiment est en proie avec la maladie, et son compagnon Théo qui essaye de mener la barque avec les enfants, et Théo va faire une nouvelle rencontre, il va faire la rencontre de Cléo, qui est une jeune femme très différente de lui. Donc voilà, on est sur un récit assez particulier aussi de ce côté-là. Mais j'ai beaucoup aimé, c'est très beau, c'est très bien écrit, c'est très touchant, c'est très triste. C'est une écriture qui est assez directe, voilà, ça m'a beaucoup émue, et quand j'ai lu ça, je ne pouvais pas m'arrêter là. J'ai commandé tout de suite, j'ai essayé d'aller voir en librairie s'ils l'avaient, ils l'avaient pas, j'étais en vacances, du coup j'ai commandé tout de suite Les Enfants Véritables pour pouvoir lire la suite, pour savoir ce qui leur arrivait après, parce que vraiment c'était pas possible pour moi de m'arrêter là. Les Enfants Véritables, du coup c'est présenté un peu comme un spin-off, mais en vrai je trouve que c'est plutôt une suite. On est donc ici sur l'histoire de Cléo, qui est donc le personnage qui va faire son apparition à la fin du premier récit. Et le personnage de Cléo, en fait, elle grandit dans une famille qui est assez particulière, puisqu'elle grandit avec son père, et c'est son père qui l'a élevée tout seul quasiment tout le temps, avec un grand frère et une petite sœur. Le grand frère, c'est un garçon qui habitait dans le village, que son père a décidé de recueillir et d'adopter. Et puis sa petite sœur, en fait, c'est la fille biologique de sa mère, et sa mère, qui était toujours à droite à gauche, abandonne un petit peu sa fille sur place à son mari officiel, et la laisse là. Et donc voilà, finalement en fait c'est le père qui va décider de s'occuper de ses 3 enfants. Cléo, c'est la seule de ses enfants de lien de sang, mais voilà, il va vraiment s'occuper des 2 autres et les adopter aussi. Et donc voilà, d'où cette question des enfants véritables. Qui sont les enfants véritables? Et c'est un récit qui parle vraiment plus des liens du cœur au-delà des liens du sang. Et ça fait forcément écho avec l'histoire de Cléo, qu'on va également retrouver en parallèle dans son histoire actuelle et contemporaine, puisqu'elle va donc faire la rencontre de Théo, qui est très marqué par le deuil et qui a 2 enfants. Et donc on va voir comment est-ce que Cléo va intégrer cette famille et se nouer avec eux. C'est un récit que j'ai trouvé très beau aussi, de nouveau très bien écrit, avec une écriture très directe. Pour celui-ci, on a 3 narrateurs, je crois, différents qui vont s'alterner, et qui s'adresse à nouveau plutôt au lecteur, ce qui est moi pas toujours un style qui me plaît beaucoup, mais en l'occurrence ça m'a pas du tout gênée, je trouvais ça très bien fait. Donc voilà, c'est un récit qui est moins dans la douleur, mais que j'ai trouvé très beau aussi. Il y a aussi quand même des événements assez sombres dans l'histoire de Cléo. Du coup, Thibaut Bérard a également sorti un 3e roman contemporain adulte, mais pour l'instant il n'est pas disponible en poche, il est disponible que en grand format. Et je crois qu'il s'appelle Le Grand Saut, quelque chose comme ça. En tout cas, je le lirai sans hésitation lorsqu'il passera en poche, et je vais continuer clairement à suivre ce qu'il écrit parce que c'est vraiment un style qui me parle beaucoup, qui m'a vraiment touchée complètement. J'ai été complètement prise dedans, ça a été vraiment une découverte à l'aveugle et un coup de cœur quand même pour ce premier tome en tout cas. Il a également publié quelques romans en jeunesse que je serais assez curieuse de découvrir. Et puis sinon c'est peut-être un nom que vous connaissez puisque c'est au départ un éditeur de chez Sarbacane. Donc voilà, j'aime beaucoup le travail des éditions Sarbacane, notamment dans leur collection X-Prime. Je trouve toujours que c'est des textes très beaux et très touchants, et c'est vrai que j'ai retrouvé un petit peu cette sensibilité de ce côté-là. Ensuite on va passer côté graphique, et côté graphique j'ai du coup 2 mangas à vous présenter. Tout d'abord j'ai lu le tome 2 de L'Auberge de la Vie. C'est donc le tome 2 et la fin de cette série, puisque c'était un manga seulement en 2 tomes publié aux éditions Akata. On est sur un récit dans lequel on va suivre l'histoire de Sumomo, qui est une jeune fille qui est dans une situation très difficile et qui décide d'aller se dévivanter, d'aller perdre la vie. Pour ça, elle décide de se rendre au Cap de la Mort, qui est un lieu très réputé pour les personnes qui décident d'en finir, parce que c'est un pic très dangereux duquel voilà, pas mal de personnes se jettent dans la mer.
Au bord de cet endroit-là, on a un lieu qui s'appelle l'Auberge de la Vie et c'est une auberge qui est tenue par plusieurs personnes qui décident un petit peu d'aider les personnes qui passent sur place, d'essayer potentiellement de leur faire changer d'avis en les réconfortant, en étant une oreille attentive pour eux, pas forcément en trouvant une solution miracle, mais voilà, en étant en tout cas là pour eux, pour les écouter s'ils en ont besoin. C'est forcément du coup un récit avec une ambiance assez particulière et on va comprendre que la gérante de l'auberge a une histoire assez particulière et il semblerait que ce soit aussi pour ça que Sumomo ait décidé de s'arrêter sur place. C'est donc ce qu'on découvrait dans le premier tome. Dans ce deuxième tome, on a donc la suite directe. On va en apprendre enfin un petit peu plus sur les différents personnages et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de les connaître davantage, même si c'est vrai qu'on aurait voulu limite encore plus. Finalement, c'est un récit qui est quand même assez court, mais ce tome 2 est plus développé, donc c'est vrai qu'il m'a vraiment bien plu. C'est toujours un récit qui est, je trouve, très entraînant, le style de dessin est très fin et très joli, donc voilà, vraiment j'ai trouvé ça chouette. Il y a clairement une fin ouverte quand même, ça laisse clairement la place à un spin-off. Dans les petites notes de la mangaka à la fin, c'est même un petit peu discuté avec un potentiel titre, etc. C'est un peu présenté comme une blague, mais voilà, on sait qu'il y a une petite porte ouverte quand même de ce côté. En tout cas, si jamais il y avait une suite, je serais curieuse de la découvrir, et sinon c'est une série de manga que je peux clairement vous recommander. Si vous avez envie de lire quelque chose sur ce sujet-là. Par rapport au sujet de la mort, etc., c'est pas un récit qui est si trash que ça. Il y a quelques éléments qui sont quand même assez sombres, mais ça apporte quand même un côté un peu doux amer si vous voulez. C'est pas un récit qui est juste sombre et déprimant. Et du coup, il y a un petit peu plus ce côté doux amer. Donc vraiment, j'ai trouvé ça assez bien fait, assez chouette. Et puis pour le deuxième récit, on reste aux éditions Akata, cette fois-ci avec Nos Rendez-vous Gourmands par Gengoro Tagame. C'est l'auteur du manga Le Mari de mon frère et également de Our Colorful Days, qui sont deux séries de mangas que j'avais vraiment bien appréciées, surtout Le Mari de mon frère. Et puis Gengoro Tagame est également connu pour ses mangas érotiques, que pour le coup je ne connais pas. Donc à chaque fois on est sur des récits avec des personnages LGBT, plus particulièrement avec des personnages gays en général. C'est également le cas ici, et donc ici on va découvrir l'histoire de deux hommes qui sont deux hommes adultes qui ont une vie assez ancrée, ils travaillent, etc. Et le récit se passe, on va dire, à la fin de la période du Covid. L'un des deux a repris son activité classique, il fait un peu le tour des fermes, à chaque fois on lui donne des légumes, des choses différentes des fermes, et puis son ami lui travaille de chez lui et ne sort pas beaucoup. Et du coup, à chaque fois, celui qui travaille dans les fermes arrive chez son ami, ramène ce qu'il y a à manger, et puis ils cuisinent ensemble et ils mangent ensemble. Et on va voir petit à petit du coup un rapprochement s'opérer entre eux. C'est un récit que j'ai trouvé assez chouette, c'est un récit qui est vraiment doux, dans lequel il n'y a pas d'accro, il n'y a pas de drama, vraiment il n'y a rien qui est fait pour donner du drama pour rien, ce qui moi me va très bien parce que j'ai un peu de mal avec ça. Un récit que j'ai trouvé très chouette, ça change un peu d'avoir vraiment des vrais personnages adultes et pas des personnages qui sont en questionnement on va dire. Ça fonctionne très bien, c'est un manga en un seul volume. Le style de dessin de Gengoro Tagame est assez simple mais assez efficace. Et moi je trouve ça toujours très sympa, donc je vous invite à découvrir ce récit-là ou bien les autres de l'auteur. Sur ce, j'en ai donc terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres, si je vous en ai fait découvrir quelques-uns. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!